Le CTO décide de voguer vers de nouvelles aventures et on me propose de récupérer son poste. Mais je t'avoue que les débuts ont été très très difficiles puisque une semaine avant qu'il parte, on se rend compte qu'on se fait attaquer. Il y a 4 mois, je me suis dit pour être un bon CTO, il faut que je fasse ça. Et c'est déjà plus d'actualité. Aujourd'hui, je suis un bon CTO si j'apprends à quelqu'un à faire ça. Depuis le tout début de ma carrière, j'aime travailler sur un produit et sur du long terme avec ces produits. J'aime bien avoir un projet que je vais essayer de rendre parfait au fil des années. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Blandin qui est le CTO de Le Permis Libre. Merci Adrien d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait un très long chemin pour venir jusqu'à moi ce matin. Merci surtout pour l'invitation et de me recevoir aujourd'hui. Écoute, c'est avec plaisir. Pour précision, effectivement, tu viens de Lyon jusqu'à Paris pour l'enregistrement. C'est la première fois qu'on vient d'aussi loin. Je suis ému. J'ai pas non plus l'habitude de me lever aussitôt. Un petit réveil à 5h du mat. Écoute, merci beaucoup. Pour commencer, en fait, quand on s'était eu au téléphone avant l'enregistrement, ce qui m'avait marqué, une des choses qui m'avait marqué, c'était tu fais partie des rares personnes qui, juste post-école, pas encore d'expérience professionnelle, et peu importe, on y va, on se lance dans l'entrepreneuriat en fait. Ouais, c'est marrant que ça te marque comme ça parce que c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. J'ai toujours aimé créer des choses depuis tout petit et quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans, ça s'est surtout orienté vers les sites web et du coup toute mon école d'ingé, j'ai créé beaucoup de projets perso, beaucoup de projets pour l'école. Et pour nous, à ce moment-là, c'était juste la continuité de cette dynamique. De cette dynamique que de monter notre boîte, enfin tenter de monter notre boîte et se lancer sur un projet de manière un petit peu plus professionnelle. Ouais, pour le coup, moi, ça m'étonne toujours. Je suis toujours un peu admiré. Il y a une notion de courage, tu vois, de se lancer. Et puis c'est vrai que une entreprise, le commercial, le market, le produit... la trésorerie, tout ça, c'est faut se lancer. Ouais, tout ça, c'est des questions qu'on ne s'est pas posées, surtout à l'époque. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était faire un beau projet, faire un beau produit. Et du coup, on s'est surtout concentré sur ça. D'où l'échec à la fin, puisqu'on a délaissé toutes les parties commerciales, marketing, business. On avait un beau produit, mais on n'arrivait pas à le vendre. Oh là, d'accord, ok. Donc un beau produit, mais il ne faut pas oublier de le vendre. C'est ça. C'est vraiment le résumé de la première expérience. En tout cas, on était 2 développeurs. C'était un de mes amis de promo avec qui j'ai monté ça. On est resté 6 mois enfermés dans un petit placard. C'était une salle d'archives dans un cabinet comptable. Et on a fait notre truc pendant 6 mois. On a fait un beau projet. On était fiers des technos qu'on ne maîtrisait pas à l'époque, qu'on a réussi à mettre en forme. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait 35 utilisateurs et il y en avait 30, c'était la famille et les amis. C'était quoi le projet en question ? On a beaucoup brainstormé sur ce qu'on voulait faire. À l'époque, on était passionnés de nourriture. Donc on avait pas mal de concepts autour de tout ça, mais on voulait pas s'embêter avec la logistique, la réfrigération et toute cette complexité. En réfléchissant, on s'est dit, on organise beaucoup d'activités, on sort beaucoup, on fait beaucoup d'événements. On va créer un site pour organiser des rencontres et faire des sorties. Donc il y avait déjà des concurrents sur le marché. On a réussi à faire un truc un peu plus sexy. On s'en servait nous pas mal pour organiser nos petites soirées avec nos potes, etc. Mais ça a jamais vraiment pris. C'était quoi les concurrents ? Le plus gros, c'est On va sortir, qui est toujours actif d'ailleurs, mais j'y suis retourné cette semaine en préparation. Il n'a pas bougé depuis 2000, à l'époque c'était 2013, donc c'est toujours le même site, et c'était notre principal concurrent. Ouais, donc eux aussi, à part avoir le nom de domaine et laisser le truc en ligne,
c'est plus très très actif, quoi. Ouais, je suis pas allé voir s'il y avait encore du monde dessus. Je pense que oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait une communauté qui soit vraiment en croissance. Vous aviez réussi à monétiser quelque chose ou pas du tout? Non, rien du tout. Je pense qu'à l'époque, on était un peu biberonné à la Silicon Valley avec des boîtes qui se montent sans réfléchir au business. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas nous? Pourquoi on pourrait pas faire la même chose et monter notre boîte sans réfléchir au business? Sauf que ça nous est vite retombé dessus. Bon, c'est une des grosses leçons de cette. Enfin, ça fait partie des leçons de cette expérience, en fait. Ouais, bah du coup, on a travaillé 9 mois dessus à peu près. Peut-être un petit peu plus, 1 an au total. Et quand on a décidé d'arrêter, on a pris un peu de temps pour réfléchir et se poser les questions de bah, pourquoi ça n'a pas marché. Et le constat simple, c'est surtout qu'on était 2 développeurs dans notre coin, on ne présentait pas notre projet, on n'allait pas voir les utilisateurs, on n'allait pas voir les clients. Du coup, ça ne pouvait pas prendre. Ok, un peu projet, un peu en autarcie, sur la base de l'idée, quoi, sans la confronter aux utilisateurs, au marché, quoi. C'est ça, et la vraie leçon, c'était qu'on ne peut pas monter juste un projet technique. Il y a plein d'autres métiers à mettre autour pour mettre en avant ce projet. Une fois qu'on l'a fait, bah, il faut le distribuer, il faut le vendre. Et ce travail, il est aussi important que la partie réalisation. Alors, du coup, je fais un petit fast-forward parce que avant t'as eu une deuxième expérience entrepreneuriale. Ouais, mais quelques années plus tard. Quelques années plus tard, c'est pris en compte, ces leçons. C'est quoi ta deuxième expérience? Deuxième expérience, c'était un petit peu pareil, sauf qu'au lieu de faire un truc un peu générique sur les activités, quelles qu'elles soient, on s'est vraiment orienté sur la rencontre sportive pour les sports de raquettes. Donc moi, je faisais du badminton à l'époque, j'en fais encore. Et puis mon associé à ce moment-là faisait du tennis. Donc déjà, c'est des problématiques qu'on partageait, alors que sur notre première expérience, on ne vivait pas trop ces problématiques. On n'avait pas besoin de rencontrer du monde pour sortir. Par contre, on avait besoin de trouver des partenaires pour faire du sport. Donc déjà, on était un peu plus client de ce qu'on produisait. Mais mon critère numéro 1 pour me lancer dans une deuxième aventure, c'était de trouver un associé qui ne soit pas développeur. C'était la première chose que je lui ai dit, c'est ok, je me lance avec toi, mais tu vas sur le terrain, tu vas sur les terrains de sport, tu vas sur les terrains de tennis et tu nous vends ce que je vais développer. D'accord, la complémentarité. Bon, donc les leçons de la première expérience, clairement mise en œuvre sur la deuxième, quoi. Complémentarité, aller au contact des utilisateurs et vendre le truc, quoi. Ouais, le deuxième projet qui s'appelait Canal Match, donc vraiment pour le tennis, on est allé quand même beaucoup plus loin que la première fois. On est resté 2 ans au total sur ce projet. On est arrivé jusqu'à 3000, 4000 utilisateurs. Donc il y avait quand même vraiment il y avait une petite base quand même. Il y avait une bonne base active, surtout sur la région lyonnaise. Alors on avait quelques autres grandes villes de France, mais on avait un bon noyau qui était très actif à Lyon. Donc c'était plutôt, de ce point de vue-là, beaucoup plus un succès. En tout cas, ce qu'on faisait, on le voyait tous les mois, ça servait au quotidien à des gens et on les rencontrait une fois par mois, je crois. On faisait une sortie avec tous les... Avec les 4000 utilisateurs? Non, avec le petit noyau lyonnais, en tout cas, on organisait une soirée dans un bar pour prendre un peu leurs insights sur la plateforme, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils pensaient du site, comment on pouvait s'améliorer. Donc on avait vraiment un contact direct avec eux sur comment faire évoluer tout ça. Et du coup, on le voyait, c'était beaucoup plus gratifiant, on avait un produit qui était utilisé. Donc deuxième expérience quand même plus aboutie que la première. Plus aboutie avec deux rôles hyper complémentaires. Bon, toi, tu as la casquette réalisation du produit, quoi. C'est ça. Tu fais quel choix? Enfin, techniquement, tu as fait quel choix? Bon, techniquement, c'était très simple. La première expérience, on s'est vraiment dit, allez, on se lance dans des nouvelles technos qu'on maîtrise pas, on a envie d'apprendre des trucs cool. Donc du coup, on a appris des trucs cool, mais on a passé du temps à les apprendre, ces trucs cool. La deuxième fois, je me suis dit, là, je pars sur quelque chose que je maîtrise. C'était des technos toutes simples, c'était du PHP et puis de l'Angular, je crois, pour la partie front-end. Donc des choses déjà acquises pour pas perdre de temps en apprentissage. From scratch ou avec des solutions un peu CMS ou des portails prédéveloppés ou des choses comme ça? Non, alors j'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien tout construire moi-même. Je l'ai encore aujourd'hui chez Le Permis Libre, mais c'est
J'ai plutôt la Pourquoi tu dis que c'est un gros défaut? C'est un défaut et c'est une qualité, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à reconstruire des choses qui existent déjà ailleurs, qu'on pourrait réutiliser, peut-être être plus rapide sur ces choix. Par contre, en les développant nous-mêmes, on les maîtrise vraiment à 100%, on les adapte parfaitement à nos besoins. Et c'est souvent ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on construit un moteur de Formule 1. Et donc chaque pièce est faite vraiment à la perfection. C'est pour ça qu'on réutilise au moins possible des choses existantes ailleurs. D'accord, donc toi c'est ta entre le mec ou le bail, Je mec à chaque fois. Ok. Et qu'est-ce qui fait que cette expérience, cette deuxième expérience, au bout de 2 ans, s'arrête? Le business encore. Le business encore. Ouais, c'était un peu les mêmes problématiques. Donc là, on avait un projet sur lequel on n'avait pas de mal à convaincre des gens de venir l'utiliser. Alors, il y avait quelques problématiques d'activation. C'est de la rencontre humaine, donc c'est pas forcément facile de se lancer avec des inconnus. Mais on savait que si tu te lances une fois, 2 fois, enfin en tout cas si quelqu'un te propose un match et que tu y vas, après c'est quasiment gagné parce que ça se passe bien et t'as plus peur d'aller rencontrer quelqu'un. Donc on avait un projet qui était utilisé, par contre... Il y avait cette notion de niveau, parce que du coup, tu vas jouer avec quelqu'un qui est classé 15-2 et contre un 33. Exactement. On n'est pas contre... Enfin, bon. Là, tu me prends de court. J'ai perdu le nom de l'algo, mais c'est grosso modo la mécanique de classement qui était utilisée aux échecs ou dans League of Legends à l'époque. Donc à chaque fois que tu gagnes un match contre quelqu'un, tu prends des points qui s'ajoutent à ton score et selon la personne avec qui tu joues, tu prends plus ou moins de points. Et en fait, après, nous, Vous aviez fait ça dans votre système? C'est sympa. En fait, on avait un classement national, régional, départemental. Et en fonction de contre qui tu jouais, tu prenais des points dans ces classements et tu montais. Et après, nous, on te suggérait plutôt des joueurs de ton niveau. Vous essayez de contourner le classement ATP, quoi. C'est parfait. C'était un peu l'idée, ouais. Mais c'était l'algo était très très simple à mettre en place, mais ça marchait plutôt bien. Et pour ton premier match, du coup, c'était quoi l'idée? C'est tu auto-déclarais ton... Parce qu'il faut pas que ça soit déceptif, le premier Ouais, je match. crois que l'idée de base, c'est qu'en fait, tu t'auto-jaugeais. Tu te dis, moi, je me considère plutôt moyen, et on mettait ça en adéquation avec les niveaux de tennis. Et puis après, nous, on prenait, donc ça nous permettait de jauger sur les premiers matchs, et après, on prenait le relais avec notre propre classement sur l'historique que tu avais sur notre plateforme. Ok, sympa, quoi. Donc, pas de mal à convaincre. La base utilisateur, l'acquisition utilisateur, vous la faisiez... Au début, du coup, comment? beaucoup sur les terrains. C'était un peu notre critère et le pacte qu'on avait fait quand on s'est associés. Donc, on allait sur tous les terrains de tennis gratuits, les terrains étudiants, etc. Et puis, petit à petit, on a voulu s'orienter sur des partenariats avec les clubs de tennis. Et donc, on essayait en fait de mettre des flyers directement là-bas. On allait voir toutes les salles de badminton à Lyon pour mettre des flyers dans les salles. Donc, c'était beaucoup de communication de terrain. Et puis après, beaucoup de bouche à oreille aussi. Pas d'action de entre guillemets marketing viral Non, parce qu'on n'avait pas un rond à l'époque, donc on faisait avec les moyens du bord. Ok. Et du coup, tu dis la problématique c'était le business, mais en même temps 4000 utilisateurs, ça reste bien, quoi. Ouais, mais c'est 4000 utilisateurs qui veulent pas payer pour rencontrer quelqu'un. La rencontre, elle est gratuite, et nous, c'est le cœur de notre métier que de faire de la rencontre. Enfin, c'était le cœur de notre métier, et personne ne voulait payer pour ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, nous, ces joueurs, on les voyait tous les mois. Tous les mois, on organisait des sorties avec eux pour les activer un petit peu, les rencontrer, et personne ne voulait payer pour la rencontre. Et un jour, on a trouvé une idée qui faisait un peu écho à plusieurs problématiques, à la fois à la monétisation, mais aussi à l'activation sur tes premiers matchs, le premier match était toujours très difficile à faire vu que tu as peur de l'inconnu. Et en fait, on s'est dit, on va faire des tournois. On organise des tournois pour les joueurs, donc dès que tu t'inscris, on te met dans une poule de 4 personnes et on t'organise 3 matchs à faire dans le mois à venir. Et en fait, ça, au tout début, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait comme mécanique, donc on s'est juste dit, on va faire des vieux Google Sheets et on met 4 joueurs qui habitent à peu près à côté dedans, et puis après, on les laisse gérer le Google Sheet. Et ça, on a commencé à le faire payer l'inscription au tournoi.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, les mecs avaient aucun problème à lâcher 10 euros, 15 euros pour participer à un petit tournoi de 4 personnes qui nous demandait aucun temps d'organisation. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est dingue parce qu'on passe 10 heures par jour à coder une plateforme entière, personne ne veut payer pour ça. On fait des tournois, ça nous prend 0 temps, on développe rien. Et là, les gens sont prêts à payer parce qu'ils considèrent que là, on y consacre du temps. Ah, c'est marrant en fait. Ouais. Le seul problème derrière, c'est que les tournois, ça aurait jamais rapporté assez. Donc il n'y avait pas de business non plus là-dessus, mais c'était un très bon moyen pour faire de l'activation de joueurs. Pardon. Et du coup, après, ils n'étaient pas prêts à payer le service. Non. Ok. Et c'est quelque chose que vous aviez essayé de... vous avez fait une petite étude de marché terrain sur justement la possibilité de monétiser le produit que vous envisagiez au départ, ou c'est quelque chose que vous êtes rendu compte de manière empirique et un peu sur le tard? En fait, on a testé beaucoup de solutions. Donc, on avait été incubé chez Boostin Lyon, qui est un incubateur de start-up à Lyon, dans lequel on a passé plusieurs mois, surtout pour affiner un peu la partie product market fit, donc vraiment réfléchir à nos clients, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, sur quoi ils sont prêts à payer. Donc on a testé au tout début, on voulait faire de l'abonnement mensuel, on a testé du paiement à la rencontre, on a voulu tester ensuite de la location de terrain, donc de faire de la réservation de terrain dans les clubs ou dans les salles de sport à Lyon. Il s'avère que toutes les salles de sport avaient déjà un outil un peu bateau, mais qui faisait à peu près le taf, donc ils voyaient pas trop l'intérêt d'en changer. Et puis les clubs de tennis, c'était très compliqué parce que la fédération de tennis est quand même très puissante. Les clubs touchent des subventions de la fédération. Et donc quand on essayait de leur vendre notre outil, on se retrouvait toujours face à un mur avec des clubs qui nous répondaient systématiquement qu'il fallait faire valider le choix de ce nouvel outil auprès de la fédération qui elle-même avait déjà son outil à l'époque. Donc en fait, on n'arrivait pas non plus à convaincre les clubs de faire de la réservation pour eux à l'époque. Et ensuite, on s'est orienté vers l'organisation de tournois. Mais qui là pouvait rapporter un petit peu, mais pas suffisamment assez pour nous faire vivre et faire vivre la plateforme. Donc du coup, fin du match. On arrête, ouais. On arrête parce que, en plus à l'époque, on était au chômage, donc on pouvait monter ça grâce au chômage. Donc je pense qu'il faut le dire quand même, la France, c'est un beau pays pour ça, pour se lancer. Il y a quand même un petit filet de sécurité derrière qu'on n'a pas partout, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, quand on a eu la fin du chômage, pas de revenus à côté, ça commençait à devenir compliqué de pouvoir essayer de monter notre boîte. Ok, donc vous fermez boutique à ce moment-là, quoi. Ouais, en plus c'est dommage parce qu'on avait commencé à réussir à monter un partenariat avec Babola. Donc Babola qui est un gros équipementier lyonnais. Donc ils avaient réussi à nous trouver un petit bureau dans leurs locaux et on commençait à travailler sur des synergies. Mais la vitesse à laquelle nous on voulait avancer et la vitesse à laquelle une grosse entreprise comme Babola avance, c'est pas le même rythme. Et du coup, en fait, très vite, on y a mis un terme. Et ils ont pas voulu. Ils auraient pu engager des discussions sur. On prend Babola, on prend des parts, on vous rachète. Je crois qu'on a essayé de lancer les discussions, mais encore une fois, c'est vraiment chez eux un rythme qui était beaucoup plus long que le nôtre. Et nous, on avait besoin que ça avance très vite. On commençait à arriver en bout de course sur notre projet. On l'avait retourné dans pas mal de sens. L'argent commençait à manquer. Vous êtes toujours restés tous les deux, du coup? Vous avez jamais levé des fonds? Non, jamais. Et à refaire, vous tenteriez? Enfin, vous avez passé du temps à essayer de lever? Pas tellement. On avait tenté des petites bourses, la BPI, etc., il me semble. Ouais. On en avait décroché certaines, mais ça nous a permis de payer quelques frais, c'était pas des grosses sommes, mais en tout cas, c'était pas des sommes qui étaient destinées à pouvoir nous verser un salaire. Donc ça nous a aidé sur le développement de certaines parties du projet, sur payer un graphiste ou des choses comme ça, mais pas de fonds vraiment à proprement parler. Et puis c'est compliqué d'aller lever des fonds quand tu sais pas comment tu vas monétiser ton service. C'est plus dur, faut raconter une belle histoire. Non, on a rencontré des investisseurs, du coup à travers l'incubateur où on était, il y avait quand même pas mal d'événements, d'apéros, de cafés, de rencontres avec un petit peu toutes les personnes de l'écosystème startup lyonnais, donc on en rencontrait régulièrement et on voyait un petit peu ce qui marche, ce qui marchait moins bien, mais dès qu'on arrivait au niveau du business, c'était toujours un peu
la douche froide. Tu conseilles Boost in Lyon? Du coup, ça a été quelque chose qui vous a justement bien boosté? Ouais, carrément. Ça fonctionnait sous forme de promo. Alors déjà, c'est eux qui m'ont présenté à mon associé pour Canal Match, puisque la première entreprise que j'avais créée, j'avais aussi essayé de rejoindre Boost in Lyon. On n'avait pas été pris à l'époque. Et en fait, quand mon associé s'est présenté à eux 2 ans plus tard, il leur a dit là j'ai un projet de site de rencontre autour du tennis. Ils lui ont dit mais on a vu quelqu'un il y a quelques années qui a fait quelque chose d'un peu similaire, tu peux te rapprocher de lui. Et donc déjà de base c'est eux qui nous ont mis en contact. Sans ça on ne se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais pu tenter l'aventure. Et puis après ils nous ont accueillis et ils nous ont vraiment transmis la culture du client, de l'utilisateur. Ouais, d'apprendre à connaître ton utilisateur et pour lui proposer un produit qui réponde vraiment à sa problématique. Donc ça a été top. Et puis on s'est fait aussi là-bas des amis avec qui on est encore en contact aujourd'hui, pas mal de petites startups de l'époque qui ont réussi à percer et construire des trucs sympas aujourd'hui. Il y a quelles boîtes qui sont sorties entre guillemets boostées par Boost in Lyon? Alors moi, ceux dont je suis les plus proches, c'est une petite startup qui s'appelle Aster et qui fait de l'optimisation de réunions pour les entreprises. Et c'est marrant parce qu'ils ont eu beaucoup de pivots aussi quand on les a rencontrés. C'était du matching pour trouver ton associé avec qui monter ta startup. Ils sont passés par plein d'étapes différentes. Et aujourd'hui, du coup, c'est vraiment axé sur la réunion. Ils ont des partenariats avec Microsoft, avec Teams, etc. C'est un gros pivot là. Hein. Ouais, ils ont. Tu vois pas le lien, quoi. Non, ils se sont beaucoup cherchés, mais ce qui est assez incroyable, je pense, chez eux, c'est qu'ils ils sont très persévérants. Et puis, je pense que la persévérance, c'est d'une manière générale une grande qualité. Et ils ont su beaucoup se remettre en question et beaucoup évoluer. Et c'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'était déjà il y a presque 7 ans maintenant. Ouais, donc là, c'est viable. Leur business fonctionne, quoi. Ça tourne pas trop mal, ouais. Ok. Tu parles de pivot, ouais. Parce que je crois que tu as connu une ou des boîtes qui ont été amenées à faire un gros pivot, quoi, également. Ouais, à la fin de ma première expérience, donc qui s'appelait Camp, la première tout de suite en sortie d'école, quand on a arrêté l'aventure, je me suis dit va falloir que je trouve un emploi maintenant. Quelles sont les boîtes qui me plaisent à Lyon? Et il y en avait vraiment une où je voulais aller, c'était App Gratis à l'époque, qui est devenu Batch plus tard, que tu as reçu ici il y a pas très longtemps. J'ai reçu Antoine Guénard que je salue. Je trouve toujours l'histoire incroyable le tournant et puis la malchance puis la chance. Du coup, je trouve l'histoire incroyable, quoi. Et moi je suis arrivé à peu près à cette époque-là, donc c'était fin 2013, et je suis arrivé juste après que l'application ait été bannie de l'App Store, et donc à une époque où ils recrutaient, mais la plus grande source d'argent venait de se fermer. Et donc je les ai rejoints au tout début en tant que développeur back-end, et l'idée c'était un peu de relancer le concept sur Android. Mais en fait, sur Android, ça marchait quand même vachement moins bien puisque les utilisateurs Android avaient moins envie de payer des applications que les utilisateurs iPhone. Et donc, il y avait beaucoup plus d'applications gratuites de base. Donc, on a fait ça un petit moment et ensuite, on a commencé à pivoter sur ce qui est Batch aujourd'hui. Donc, j'ai participé au tout début du pivot. Et au tout début, du coup, vraiment dev back. Et puis, je suis passé sur de l'analyse statistique, des calculs en Python pour les dashboards du CRM Batch. Au moment où Batch se cherche ou se trouve, tu fais partie, en fait, de... Enfin, tout le monde peut proposer des choses, tout le monde émet des idées, c'est le branle-bas de combat sur les idées, comment ça se passe? Ouais, il y avait à l'époque, à l'équipe technique, une grosse dizaine de personnes, peut-être 15. Et puis surtout, Batch, c'est pas tombé du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été testés. On a passé pas mal de semaines intensives à monter des projets rapidement pour tester le concept. Des projets d'édition dans l'actualité, des projets d'ad network. Et puis il y avait ce petit projet à côté qui s'appelait à l'époque Bastion, et qui permettait de faire un SDK pour proposer des codes promo aux utilisateurs.
Et c'est vraiment ce SDK qui, petit à petit, a pris le pas sur tous les autres projets et s'est imposé comme étant Batch. Alors, il a évolué, aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Je sais. Parce que ça fait quoi Batch aujourd'hui? Aujourd'hui, ça sert à envoyer des push notifications. Après, je suis plus dans l'entreprise, alors je ne connais plus toutes les fonctionnalités qu'ils ont, mais le concept de base, c'est d'envoyer des push notifs, là où le concept initial, c'était de faire des codes promo. Ok, bon, je crois qu'aujourd'hui, ils envoient des milliards de notifications. Je pense que a priori, quand on reçoit des notifs sur notre téléphone, Ouais, 90, j'ai pas le pourcentage. Petite pensée pendant l'élection présidentielle, je pense. Ouais. Ils ont dû morfler à l'équipe technique. Ouais, je crois ou en tous les cas, les volumétries sont assez dingues, quoi. C'est plusieurs milliards de notifs par mois, quoi. Et tu quittes App Gratis / Batch quand, comment, pourquoi? Je les quitte en 2015, donc à peu près 2 ans après mon arrivée. C'était pas forcément un départ volontaire à l'époque. Du coup, le pivot, il n'était pas encore complètement enclenché. La trésorerie, elle s'aménisait un petit peu. Donc il y a eu pas mal de personnes qui ont été remerciées. Après, ça s'est fait en très bons termes. Et les choix qui ont été faits à l'époque sont tout à fait logiques et compréhensibles, donc il n'y a jamais eu de malaise vis-à-vis de ça. Mais voilà, ouais, 2 ans après, l'aventure Batch s'est terminée pour moi. Ouais, si tu serais bien resté, quoi. Tu te sentais bien, niveau technique, challenge technique, Ouais, vision. niveau technique, c'est une bonne boîte avec une très bonne équipe technique, il y a des très bons éléments, donc pour moi, ça a été très formateur comme expérience, j'ai beaucoup appris avec eux. Après, est-ce que j'y serais resté encore longtemps? Je sais pas, et on le saura jamais. Mais oui, je serais resté encore un petit peu si j'avais pu. Ok, et donc la séparation s'est bien passée, quoi. Ben, ça s'est très bien passé parce que surtout ça tombait pour moi au bon moment aussi. J'avais ce projet perso à côté qui était Canal Match. C'était un peu en parallèle, quoi. Ouais, mon associé, enfin celui qui est devenu mon associé à l'époque, m'avait contacté déjà 6-9 mois auparavant pour me parler de son projet et on avait commencé à monter ça un petit peu le week-end, les Side vacances. project. C'était vraiment un side project qu'on montait en parallèle de notre job. Et Batch, j'ai dû en partir en juillet. Et en fait, au même moment, il y a une nouvelle promotion Boostignon qui allait commencer. Et je me suis dit, le timing, il est top. En fait, je pars de Batch, je me fais 2 petites semaines de vacances et j'enchaîne direct sur une incubation sur le projet que j'essaie de développer depuis 9 mois. Je pense que ce projet, il peut aller plus loin que ma première expérience. Là, j'ai l'opportunité de voir si vraiment on peut aller plus loin avec ça et de faire mieux que la première fois. Donc je me suis lancé direct dedans et vraiment, c'est pour ça que ça a été très bien pris pour moi, c'est que le timing, il était au poil. Ok, le timing, la manière dont ça s'est passé, les explications, enfin voilà, Tout était bien, il n'y a pas de malaise aujourd'hui. Hein. Je vois encore pas mal de gens de chez eux. J'ai vu Simon, Antoine il y a quelques semaines. Non, c'est une belle rupture, ouais. Et du coup, on repart vers l'avant alors du coup. Ouais, allons-y. Après Canal Match, du coup, c'est le permis libre? Pas tout de suite, juste après Canal Match, pareil, je me pose des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Créer un produit, moi ça m'a quand même beaucoup plu. Et depuis le tout début de ma carrière, j'aime travailler sur un produit et sur du long terme avec ces produits. J'ai jamais été très fan de faire des projets de 2-3 mois et d'en changer régulièrement. J'aime bien avoir un projet que je vais essayer de rendre parfait au fil des années. Et j'ai rencontré une boîte à Lyon qui avait un beau projet, un beau produit, et j'ai décidé de les rejoindre. En fait, très vite après Canal Match, pareil, j'ai dû prendre 3 semaines de vacances en août, et puis direct, j'ai enchaîné chez eux. Là, ça s'est pas hyper bien passé. Le quotidien que j'ai eu, c'était pas vraiment celui auquel je m'attendais. Donc en fait, très vite, on a mis un terme à la collaboration. Et pareil, timing super, parce qu'en fait, j'arrête chez eux, et puis tout de suite, je vois une offre pour le permis libre. Ça correspond vraiment à ce que je veux faire, en tout cas sur le papier. Et du coup, je décide de les rejoindre en tant que dev back.
Et là, on est Là, 5 ans plus tard. Ouais, on est en 2017 et 5 ans plus tard, je suis toujours chez le permis libre. Donc là, on est sur une belle page de ta vie pro. Quasiment 50%. Ouais. Ouais, 50%. C'est ton premier poste de CTO. Enfin bon, là, tu démarres DevBack. Comment ça se passe, la prise de responsabilité sur le poste de CTO? Ça a été difficile. Donc moi, je suis arrivé en tant que DevBack chez le permis libre. J'y suis resté 3 ans. Donc pendant 3 ans, on a été pas très nombreux à la tech. On était entre 3, 4, 5 vers la fin. Et puis il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le CTO décide de voguer vers de nouvelles aventures. Et on me propose de récupérer son poste. À l'époque, du coup, on n'est plus que 3 à la tech. Mais je t'avoue que les débuts ont été très très difficiles, puisque une semaine avant qu'il parte, on se rend compte qu'on se fait attaquer. Et puis ça dure déjà depuis une semaine. C'est notre équipe service client qui nous remonte que le site commence à être un petit peu lent depuis quelques semaines. On se dit c'est bizarre, on n'a rien fait dessus. Et puis on commence à regarder les logs et on reçoit des milliers de requêtes toutes les minutes, toutes les heures. On n'a jamais eu autant de requêtes et en fait on comprend qu'on se fait attaquer déjà depuis une semaine. Et ça, faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'a pas de monitoring, on n'a pas d'alerting. En fait, on sait absolument pas ce qui se passe. Donc déjà, juste de comprendre l'attaque et quelle était l'attaque précise, on a mis un petit moment. Et au final, on se rend compte, qu'est-ce que c'est? C'est probablement juste un étudiant chez lui qui a pris un soft à la con, qui a trouvé un fichier piraté avec des combinaisons email mot de passe et qui les tente toutes chez nous pour essayer d'accéder à un compte. Alors, il accédera à rien du tout. Mais juste ce mec, il m'a empêché de dormir pendant des semaines, puisque il fallait se protéger de ces attaques pendant qu'elles arrivaient, mais on n'avait rien pour s'en protéger. Donc on met des rate limits sur les IP à l'arrache, et on se rend compte qu'en fait, tous les mecs sur mobile, ils ont la même adresse IP, s'ils sont chez le même opérateur et la même borne. Donc en fait, il y a plein de candidats qui d'un coup se retrouvent à plus pouvoir accéder à la plateforme. On essaye de mettre des restrictions par géographie, mais on sait que c'est la bonne solution à long terme, mais en fait on les fait mal, donc on bloque des pays dans lesquels on est. On se rend compte qu'on avait pas mal de gens vers, je sais plus où c'était, Singapour. On avait peut-être 200 clients là-bas. On se dit qu'est-ce qu'on fait pour eux, parce qu'on a des serveurs qui nous attaquent depuis Singapour, et Singapour, nous on fait du permis de conduire français, donc pourquoi on a des clients là-bas? Ouais. Et du coup, voilà, on a une grosse phase, en fait, les 6 premiers mois de ma prise de poste, où il fallait s'outiller pour se protéger un petit peu de ces attaques et éviter qu'elles se reproduisent. Donc on a mis beaucoup de choses en place, mais c'était un peu difficile, et puis surtout ça correspondait aussi avec le Covid. Donc en parallèle... C'est quoi que vous mettez en place du coup? On a mis des trucs assez standards. On a changé notre mécanique d'authentification. On a mis une petite prison. En gros, quand tu as fait 5 échecs de connexion, tu peux plus tenter de te connecter. Comme ça, le mec, il peut pas faire de brute force et tester 50 000 mots de passe chez nous. Il est limité à 5 par heure, par exemple. On a mis de la GeoIP, enfin des blocages sur tous les pays qui sont pas la France et les dom-toms. C'est ça qui nous protège le plus, parce qu'au final, ce mec, il faisait très peu de requêtes avec des centaines de serveurs, et ces centaines de serveurs, elles étaient dans le monde entier. Donc en gardant que la France, là où on a notre business, on a coupé déjà 50% des attaques facilement. On se met du rate limit en plus, on met du reCAPTCHA, enfin voilà, on fait un peu tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher de nuire, en tout cas lui montrer que tout ce qu'il fait, ça sert plus à rien et qu'il peut arrêter. Et il a arrêté. Vous l'avez retrouvé? Non, on l'a jamais retrouvé. Il a arrêté, et en fait c'était un petit malin, parce qu'au tout début la protection par géographique, on la mettait pas tout le temps. On l'activait juste quand il nous attaquait pour lui dire arrête-toi, c'est bon, c'est protégé. Et puis on l'a désactivé après pour que nos clients à l'étranger puissent continuer leur révision. Et en fait, il nous attaquait tout le temps, genre le 1er mai. Quand c'est férié, il s'est dit, il n'y a personne au travail, ils vont pas pouvoir activer la protection, donc c'est ce jour-là où je vais relancer mon bot. Et donc moi, je me réveille un jour de congé à 8h avec des alarmes qui sonnent, et il faut réactiver les protections en urgence, etc. Donc bon, après, on a un peu réorganisé tout ça. Aujourd'hui, on est un petit peu plus serein, mais c'était assez dingue qu'un seul mec ait un pouvoir de nuisance aussi fort sur moi et mon équipe. Ok, donc les premières semaines... des auréoles sous les bras, quoi. Ouais, c'était compliqué. Et puis vraiment, je te le dis, il y avait le Covid en même temps qui arrivait. Enfin, un mois plus tard, on avait le Covid. Et nous, on est une profession réglementée, on fait du permis de conduire.
Et du coup, le gouvernement qui nous dit il faut plus personne n'a le droit de conduire, on arrête les leçons de conduite. Et nous, notre plateforme, elle n'est pas prévue pour couper des features comme ça entières à l'époque. On est moins outillé qu'aujourd'hui. On ne sait pas faire en fait. Enlever une feature d'un coup en 2 jours de la plateforme. Et donc on avait des solutions un petit peu bancales qu'on devait lancer tous les jours pour empêcher les réservations. Et puis surtout, du jour au lendemain, à cette époque-là, il y a toutes les directives du gouvernement, elles changeaient, on ne savait pas trop sur quel pied danser, il n'y avait pas de vision à long terme, ça marchait 2 jours, et 2 jours plus tard, c'est une autre solution qu'il faut mettre en place. Et donc tu combines un petit peu ces attaques, plus le Covid, et les premiers mois, ils étaient assez difficiles, surtout qu'on n'était plus que 3 dans l'équipe. Qu'est-ce qui faisait que tu pouvais pas couper une feature facilement ? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réorienté l'architecture de l'appli, de la plateforme, pour que ça soit plus facile, plus sur étagère, entre guillemets ? Ouais, pas encore totalement. C'est un des gros sujets de fond sur lesquels on travaille, mais on fait ce qu'on appelle du feature flag. En fait, chaque feature, on peut l'activer ou la désactiver à la demande. Et puis, mais ça demande une grande mécanique d'implémentation back-end plus front-end, que les deux soient synchronisés sur ces feature flags. Et donc ça, on commence à vraiment le généraliser sur toutes nos features aujourd'hui. Ça nous permet de 2 choses, de couper des features pour des périodes un petit peu compliquées, comme il y a pu avoir pendant les confinements. Et puis ça nous permet une autre chose qui est quand même super cool, c'est qu'on peut faire des releases un petit peu partielles. On sort des features, on les active que pour quelques utilisateurs. Comme ça, ils les crash testent un petit peu, on les prévient, ils savent qu'ils vont s'attendre à quelques petites turbulences les premières semaines. Et une fois qu'on a à peu près stabilisé la situation, on active la feature pour toute la base. Vous avez des bêta-testeurs du coup ? Ouais, alors c'est pas des bêta-testeurs, c'est sur des bêta-utilisateurs. Ouais, c'est vraiment sur leur environnement du quotidien, mais Donc nous, on a quand même une grande proximité avec les enseignants avec lesquels on travaille. Ah, c'est avec les enseignants, parce que j'allais te dire avec les clients... Sur les candidats, un petit peu moins. Après, on a aussi pas mal de proximité avec eux. Il faut savoir que le permis libre, on s'axe beaucoup autour de l'accompagnement et de la pédagogie. Donc on a 800 enseignants, on en a beaucoup qui sont à Lyon. Et en fait, on les a au téléphone quasiment tous les jours. Donc il y en a certains avec qui on s'entend bien, on les appelle, on leur dit là on va sortir une nouvelle feature, on te l'active, attends-toi à ce qu'elle soit un peu dysfonctionnelle les premiers temps parce qu'on n'a pas pu la tester dans les centaines de scénarios différents possibles. Et puis une fois qu'on a corrigé pour lui des petits bugs qu'il pourrait rencontrer, c'est là où on va l'ouvrir à tout le monde. Est-ce que vous faites de l'A/B testing avec les profs dont vous êtes proches ? Non, très peu de l'A/B testing aujourd'hui. C'est dans les cartons de mettre en place des mécaniques d'A/B testing. Ce qu'on essaye plutôt de faire, par contre, c'est de vraiment, encore une fois, on est proche d'eux et de vraiment communiquer avec eux en amont des fonctionnalités qu'on doit faire pour prendre leur pouls, leur présenter un petit peu ce qu'on pense faire, leur faire tester des premières versions un petit peu en amont. Et quand on pense qu'on a un résultat qui va plaire, à ce moment-là, on le rend disponible pour quelques-uns avant de le rendre disponible pour tous. Ok. Et je me rends compte que le permis libre, bon, le nom de la société est assez permet de savoir ce que vous faites. Mais si tu veux, tu peux détailler un petit peu ? Ouais, le permis libre, c'est une auto-école en ligne. Donc aujourd'hui, on a accompagné un petit peu plus de 300 000 candidats, 800 enseignants. Donc nous, c'est une formation complète d'apprentissage du permis de conduire. Quand tu dis 300 000 candidats, il y a 300 000 candidats qui sont passés par le permis libre ou qui sont en cours de formation. C'est maintenant tout de suite, il y en a 300 000 qui sont en cours. Non, on en a 300 000 qui sont passés et qui sont en cours. D'accord, ok. Donc qui sont encore en apprentissage, encore en entraînement, en conduite, etc. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à apprendre le code de la route. Donc on a une équipe pédagogique en interne qui va aller rédiger des cours écrits. On fait beaucoup, on était les premiers à le faire, mais des lives sur YouTube. Je te disais qu'on pousse la pédagogie, qu'on pousse l'accompagnement. On a vraiment nos coachs en interne qui, toutes les semaines, reçoivent les candidats sur YouTube et font des entraînements avec eux pour répondre à leurs questions. On fait nos propres photos de code de la route, donc on va dans les voitures, on prend des photos et on a développé notre propre module de révision.
Et on en parlait, mais du make ou buy, ben, on make à chaque fois. Donc on a vraiment on a des milliers de questions en interne qu'on a écrites, qu'on corrige, qu'on utilise aussi dans nos lives derrière. On a des vidéos à 360, donc assez tôt, on s'est lancé là-dessus pour, pareil... Qu'est-ce que ça s'appelle une vidéo à 360 ? Et ben on met la petite caméra 360 dans la voiture avec nos coachs, et puis on fait un court vidéo directement dans la voiture, et du coup tu peux regarder partout autour de la voiture ce qui se passe, répondre aux questions, etc. Donc c'est plutôt ludique, plutôt pédagogique. Mais voilà, on a beaucoup de formats d'apprentissage du code de la route assez innovants et pédagogiques. Et puis... C'est quoi j'imagine que vous avez des métriques sur... les clients, vous leur dites ok, maintenant t'es prêt, on sent que t'es prêt, t'as passé tel test, t'as tel niveau de réussite, t'as 97% de chance de passer le code si tu t'inscris maintenant. C'est marrant que t'en parles parce que c'est ce qu'on est en train de mettre en ce moment en place. Alors on le fait pour le code aussi, mais c'est surtout sur la partie permis de conduire que ça va nous intéresser. Il y a un truc qui est assez game changer qui est en train de sortir pour nous, et là on commence à faire une release partielle aujourd'hui même. Là, c'est marrant. Pendant que je te parle, je pense que mon équipe est en train d'envoyer la mise en prod, et on va l'activer vraiment pour tout le monde d'ici 2 semaines. Ça s'appelle Rendez-vous permis, et ça permet de réserver une place d'examen directement en ligne, donc via le permis libre, là où auparavant il fallait t'inscrire souvent en préfecture pour obtenir ta place d'examen. Ça, pour nous, c'est un truc de dingue parce que ça fait qu'il y a plus de délai d'attente pour obtenir une place d'examen. Tout le monde dit en permanence, le permis, il faut, alors à Paris, je ne sais pas combien c'est, mais 6-8 mois pour obtenir une place d'examen. Là, on va tomber à moins de 30 jours. Donc c'est assez... Et comment vous avez fait ? Vous avez résolu une problématique technique ? Vous avez des partenariats avec les préfectures, entre guillemets ? Non, nous, on travaille beaucoup du coup, avec le gouvernement pour toute la partie légale. Et du coup, le gouvernement tente depuis plusieurs années de se numériser de plus en plus et donne de plus en plus accès à des API pour faire différentes actions. Donc, soit pour t'inscrire et commencer tes démarches, soit pour faire le suivi de tes élèves, pour partager un petit peu les comptes rendus d'une auto-école à une autre. Et puis maintenant, depuis très peu de temps, pour réserver ta place d'examen. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, nous, l'idée... on tient à avoir un bon taux de réussite. On est une auto-école qui veut quand même... si vous l'affichez, fatalement... Ouais, et puis surtout, on veut que nos candidats réussissent. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour faire de la qualité. Donc on commence, là, il y a notre équipe data qui est en train de travailler dessus, à calculer des estimations de taux de réussite pour les candidats, pour justement pouvoir leur dire, là, tu es à 85-90% de taux de réussite estimé. Il est temps que tu y ailles. Donc sur la conduite, pas sur le code. Ouais, sur la conduite. Après, on va faire le même travail sur le code. Parce que sur le code, ça me paraît plus facile. Enfin, là, c'est ingénu, mais ça me paraît plus facile d'avoir une IA qui tourne derrière. Tu fais des tests. Ouais, t'as même pas besoin d'IA sur le code. En fait, comme les candidats font leurs entraînements directement chez nous, en fait, ils font leur série de 40 questions et on est capable de calculer leur moyenne glissante. Donc dès qu'on voit qu'ils ont plus de 35 de moyenne, il faut 35 points sur 40 pour obtenir le code de la route. Si tu vois que sur les 10 derniers entraînements qu'il a fait, ils sont entre il est entre 35 et 40, tu supposes qu'il est à peu près prêt pour y aller. Et vraiment, la différence avec le code, c'est que... Et vous avez un système excuse-moi, je te coupe, mais de... Vos candidats, quand ils vont passer le code, vous historisez le fait qu'ils l'ont réussi ou ils l'ont foiré ? Ouais, en fait, on travaille avec la Poste pour le code. Donc, les opérateurs privés sont autorisés à faire passer des examens depuis quelques années maintenant. Donc, on a intégré, nous, la Poste au sein de Le Permis Libre en fin 2017. Et en fait, c'est pareil. Les réservations sont instantanées et le code de la route, tu peux prendre une place maintenant pour dans 2 heures ou pour le lendemain. Et si tu le rates, tu peux tout de suite reprendre une place pour encore le lendemain. Et du coup, comme on travaille beaucoup avec la Poste pour ça, on a accès à leurs API et on a accès à tous les résultats de nos candidats, etc. D'accord. Donc on a tout l'historique de leurs entraînements, l'historique de leurs examens. C'est ce qui nous aide derrière ensuite à affiner notre taux de réussite pour le permis. Ouais, ok. Il y a d'autres features un peu game changer. Quand tu dis on va être game changer là-dessus, il n'y a pas de concurrent qui fait ça ?
Si les concurrents vont forcément se lancer dessus, Ouais. c'est game changer, pas seulement pour nous, mais pour tout le marché des auto-écoles en ligne. Ouais. C'est vraiment le point de blocage numéro 1 qu'on rencontre depuis un an qui est en train de sauter en ce moment même. Donc, Le point de blocage, c'était les API. c'était l'obtention d'une place d'examen. En fait, il y a beaucoup de candidats qui, du coup, se disaient c'est compliqué d'avoir une place d'examen en auto-école en ligne. Je vais plutôt aller en auto-école classique, traditionnelle, Ils pour savent l'avoir. faire tout ça, quoi. Ouais, et puis les délais n'étaient pas les mêmes. Mais aujourd'hui, cet argument, il n'existe plus puisque on peut réserver En fait, les modalités de réservation de places d'examen sont les mêmes pour nous que pour toutes les auto-écoles de France. Donc, en 30 jours, tu as ta place d'examen du permis de conduire chez le permis libre. C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc... on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de dingue. Et d'autres features qui vont être game changer. Ouais, là on Peut-être que tu peux pas en parler. si, je peux en parler. On a commencé à se lancer dans l'assurance. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'élève du début à la fin. Donc il fait le code avec nous, il fait le permis avec nous. Une fois qu'il a le permis, il va falloir qu'il s'assure. Et donc on travaille sur une offre d'assurance qui soit super intéressante pour lui. Donc ça, c'est déjà sorti et c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler côté produit sur cette année. Et puis après, il y a tous les produits un petit peu annexes, la conduite accompagnée, la conduite supervisée. C'est des sujets sur lesquels on va aussi être... Que vous faites pas aujourd'hui, vous Non, adressez pas. Aujourd'hui, on les fait pas, mais c'est des sujets sur lesquels on commence vraiment à s'intéresser fortement. Et sur la partie assurance, vous vous positionnez en tant que courtier négociateur, ou vous allez vous positionner en tant que on lance notre propre produit d'assurance? Alors, tout n'est pas défini aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe par un courtier. L'idée à terme, c'est probablement de faire notre propre assurance. D'accord, ok. Donc, une nouvelle activité complète, quoi, effectivement. Ouais, mais c'est juste la suite logique de ton parcours de permis de conduire. Une fois que tu as le permis, faudrait peut-être se lancer dans l'achat de véhicules alors. Hein. C'est peut-être une piste, hein. Ok. C'est quoi les gros challenges techniques que tu as eu là ces 5 dernières années? Au-delà de la sécu, là, on a compris que... Ouais, il y a la sécu, c'est un challenge, mais c'est vraiment un challenge de fond. On l'a fait il y a 2 ans, on a fait une grosse passe dessus, mais c'est plus une philosophie aujourd'hui qu'on essaye d'adopter à chaque feature, penser à la sécurité systématiquement. Les gros challenges techniques, c'est quand même beaucoup le scaling de la plateforme. Là, on parle de code de la route, par exemple. Si on prend le microservice de code de la route qu'on a, c'est quelque chose que j'ai développé il y a 4 ans aujourd'hui. À l'époque, quand je l'ai développé, on faisait 10 000 entraînements par mois. Aujourd'hui, on en fait plus de 500 000. Tu fais pas la même tech derrière quand tu as 10 000 événements par mois que quand on a 500 000 par mois. Demain, on en fera probablement 5. Qu'est-ce qui doit changer? Tu as des problèmes avec tes bases de données que tu n'as pas au tout début, tu as des accès concurrents, tu as un trafic qui est beaucoup plus gros. Tes machines sont limitées, donc il faut commencer à monter de plus en plus de machines. Aujourd'hui, on a environ 80 serveurs pour faire tourner le permis libre, là où au tout début, on n'avait qu'un seul serveur. On commence... Ouais, donc c'est plutôt... c'est pas forcément au niveau du code ou du microservice en tant que tel, c'est plutôt dans l'infra. Il y a une grosse partie d'infra. Le code en soi, on l'écrit relativement de la même manière. Alors nous, on essaye d'apporter une grande rigueur et beaucoup d'exigences sur la qualité de notre code. C'est un principe qui est assez important pour moi, mais vraiment la clé pour moi, c'est de travailler un petit peu sur la développeur experience, et je veux que quelqu'un qui vienne chez nous soit capable de mettre des features en prod le 2e jour où il est arrivé. C'est vraiment mon objectif. Donc quand il arrive, il faut qu'il ait accès à toute la documentation et il faut qu'il comprenne très rapidement comment est écrit le code, comment il fonctionne, et où aller chercher ce qui l'intéresse sans qu'il ait besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Donc le code, depuis le début, on l'écrit pour être simple à comprendre, simple à lire. Et puis c'est marrant parce que je viens de voir, tu as un livre ici qui dit que le code, c'est facile de faire du bon code pour les machines, mais c'est plus difficile de faire du bon code pour les humains. Ouais. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, du bon code pour les humains, et de toujours penser que quand on code quelque chose, c'est pour soit le toi du futur dans 6 mois, soit quelqu'un qui va arriver plus tard et qui connaît pas du tout le code. Et on n'écrit jamais du code pour soi-même. Donc lui, depuis le début, on le fait plutôt bien. Ce qui change, par contre, c'est vraiment les microservices. C'est un autre challenge actuel, puisque
on est une entreprise qui croît vite. On a fait x2 en taille d'équipe en un an. La tech, on fait x2 tous les 6 mois à peu près. Donc on était 4 il y a un an, on était 8 en septembre, on est une quinzaine aujourd'hui. D'ici 6 mois, on sera probablement 30. Donc on recrute beaucoup dans tous les métiers de la tech. Ça vient avec des problèmes de scaler vite une équipe et de grandir vite. C'est que historiquement, on avait des monolithes, comme beaucoup d'entreprises. Et en fait, on se rend compte qu'on fait des features de plus en plus complètes. Là, on met en place toute l'API d'examen du permis. C'est une feature qui est énorme. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, qui a des impacts majeurs sur tout notre code. Et en fait, ce code, il y a d'autres développeurs qui travaillent sur des features au même endroit. Et donc, ça nous crée beaucoup de conflits. Et l'idée aujourd'hui, un de nos gros challenges techniques, c'est de partir sur du microservice qu'on a partiellement, mais de vraiment le généraliser, de transformer notre API en 6-7 microservices pour que chaque développeur, quand il travaille, il ne vienne pas un peu écraser le travail des autres, ça ne crée pas des conflits et ça ne crée pas de la complexité de développement. Et ça, c'est très important. Pour moi, il y a 2 choses qui sont clés. C'est la simplicité dans laquelle tu rentres dans le code pour le comprendre et pour pouvoir l'enrichir, voire le débugger. Et puis la vélocité avec laquelle tu peux travailler. Donc quand tu fais une feature, il ne faut pas qu'on mette 2 semaines pour pouvoir la release. Nous, nos objectifs, c'est que tu la développes et le plus vite possible, elle peut partir en prod. Donc on fait beaucoup de déploiements continus, on fait des dizaines et des dizaines de releases chaque jour pour corriger des bugs, rajouter des features. Ah ouais, vous pouvez réaliser toutes les 10 minutes, quoi. Alors, peut-être pas toutes les 10 minutes, on a des pipelines qui mettent une petite demi-heure à tourner, mais quand tu as 15 devs, si on fait bien notre travail de découpage des tâches et que tout est bien identifié, tout est bien préparé, on a aujourd'hui à 15 devs des journées à 25-30 releases. C'est quoi les technos de déploiement automatique? Docker, Kubernetes, votre CI/CD? Alors, Kubernetes, c'est un de nos challenges techniques, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sur Kubernetes. On utilise beaucoup AWS pour toute la partie infra, on est des gros consommateurs d'AWS. L'idée, c'est d'aller mettre du Kubernetes par-dessus tout ça. D'accord. Tu disais tout à l'heure, on a 80 serveurs. Ouais. C'est sur AWS. Ouais, c'est raccourci 80 serveurs. On a 80 machines virtuelles en tout, en comptant les bases de données, les différents environnements. Donc on a de la prod, de la bêta, du staging, des environnements de dev. Ouais. Donc quand tu prends un peu tout ce qui fait tourner le permis libre, c'est à peu près 80 machines. Ouais. Ok. Pas d'on-prem. Ou plus pas de serveur chez vous. Non, plus du tout. C'est comme ça qu'on a commencé, un bon vieux serveur chez OVH. Mais depuis quelques années, non, plus du tout. Ok. Quand tu décris un petit peu l'évolution de le permis libre, j'ai l'impression que l'équipe grandit vite depuis peu, depuis un an et demi, quoi, en gros. Ouais. Ça te fait sans doute, toi, ton poste tous les 4 mois, c'est plus le même, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Tu faisais du dev, un peu moins de dev, et puis maintenant tu fais sans doute quasiment plus de dev et plus du tout. Et du management. Ouais, beaucoup de management. Non, c'est vraiment tous les 4 mois, il y a tout qui change. En fait, c'est assez dingue parce que tu te remets en question en permanence. Il y a 4 mois, je me suis dit, pour être un bon CTO, il faut que je fasse ça. Et c'est déjà plus d'actualité. Aujourd'hui, je suis un bon CTO si j'apprends à quelqu'un à faire ça. Et donc, c'est une grande partie de mon boulot aujourd'hui. Et ça va être clé pour la suite de l'aventure. Surtout, en doublant l'équipe, ça va vraiment être critique. Mais c'est de faire émerger d'autres leaders au sein de l'entreprise qui vont prendre le relais sur des choses que je faisais aujourd'hui, techniques, ou en termes de management, pour que cette équipe elle puisse scaler et que moi, je devienne inutile. Ton objectif, c'est d'être inutile. Être inutile et ne prendre aucune décision, ouais. C'est mes 2 objectifs. Faudrait que t'en prennes, je pense, à un moment donné, quand même. Non, je pense que si tu mets une bonne culture, que tu arrives bien à déléguer, bien à responsabiliser, avoir les bonnes personnes de confiance au bon endroit, tu peux commencer à réduire drastiquement le nombre de décisions que tu prends chaque jour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions que je prends que quelqu'un d'autre pourrait prendre. Ok, donc c'est l'objectif cible à terme, prendre le moins de décisions possible. C'est ça, ça voudra dire que la boîte tourne bien sans moi. Ok. Et t'as rencontré des problèmes, le management, c'était un objectif. J'ai l'impression que t'aimes bien la technique,
que t'aimes bien dev, tout ça. Enfin voilà, cette évolution là, c'est quelque chose que tu prends avec plaisir, que t'embrasses avec plaisir, qui est un peu inattendu, qui était voulu. C'est un peu inattendu et voulu en même temps. Ce que j'ai toujours voulu, et ça fait partie de mes grands défauts, c'est que j'aime avoir la main sur le produit, sur la tech. J'aime que les choses soient faites comme je l'entends. Parce que j'essaye d'avoir une approche vraiment exigeante et rigoureuse de mon travail et de ce qu'on produit pour avoir vraiment le produit le plus qualitatif le plus qualitatif possible dans les mains de nos utilisateurs. Et donc pour avoir c'est pas du contrôle, mais pour pouvoir faire vivre cette culture, j'avais besoin de prendre de plus en plus de responsabilités. Donc c'est vraiment ce que je cherchais au tout début. Ouais. Aujourd'hui, je me rends compte que si je fais bien mon travail, c'est si j'arrive à déléguer cette vision, cette envie de faire de la qualité, de faire des beaux produits qui fonctionnent bien, qui englobent tous les scénarios possibles pour que l'utilisateur ait jamais de problème. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de pousser dans mon équipe. C'est l'anticipation en fait sur les features qu'on doit faire. Alors certains vont appeler ça de l'over-engineering, mais c'est vraiment de voir en amont à la fois les problèmes qu'on va rencontrer demain et de voir en amont les évolutions qu'on va nous demander demain. Et de chaque feature, la travailler pour qu'on n'ait pas besoin de la refaire quand on va vouloir faire des évolutions. C'est un peu abstrait, mais si on prend par exemple, il y a 1 an, on a retravaillé sur notre mécanique de facturation pour les enseignants. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on voudra demain ? Et on s'est dit probablement peut-être pouvoir rajouter des primes par enseignant à certains moments. Enfin, il y a différentes problématiques qui touchaient à la facturation. On l'a fait, on s'en est pas servi pendant longtemps. Et puis là, par exemple, il y a 2 semaines, l'essence qui augmente. Donc nos enseignants nous sont directement concernés. Et le permis libre, on essaye d'avoir de la proximité avec nos utilisateurs, avec nos enseignants. Donc on s'est dit on va les accompagner dans la hausse du carburant. Et donc on va leur mettre à tous un petit bonus sur chaque leçon qu'ils font pour les aider avec le prix de l'essence. Et en fait, on a été capable de faire ça en 3 heures, parce qu'il y a 1 an, on a bien fait notre travail, on a mis une belle feature sur la facturation qu'on a pu réutiliser aujourd'hui. Et ça, on s'en est servi quand on a aussi accompagné les enseignants pour le Covid ou pour plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment anticiper un peu l'avenir, c'est mon credo et c'est ce que j'essaye de transmettre. Donc ça passe par essayer de penser des choses génériques et modulaires. Ouais. Mais tu l'insuffles comment dans les équipes, ce mindset-là ? L'exigence, toujours. C'est vraiment, si on veut faire de la qualité, il faut se donner les moyens de faire de la qualité. Et ça veut dire qu'on fait jamais de features à l'arrache. Donc quand on nous demande des features, on les fait pas, ou pas tout de suite. Et on se donne le temps de la réflexion pour les penser. Et on fait jamais une conception le matin et puis on enchaîne l'après-midi sur la feature. Ça, c'est pas chez nous. On fonctionne sous forme de sprint. Donc on a 2 semaines de travail qui est toujours préparé à l'avance. Donc quand on nous demande quelque chose, on le fait jamais avant au moins le sprint prochain. Donc on est sûr d'avoir toujours 2 semaines à peu près au moins 1 semaine de latence entre une demande et sa réalisation. Et en fait, on va systématiquement passer par des phases de conception produit, conception technique. On se met toujours à plusieurs au tableau. Donc moi, je suis un gros consommateur de tableaux et de stylos Velleda. On en a partout dans le bureau. On écrit sur tous et je pense qu'il y a mes schémas un petit peu partout dans les bureaux. Mais on se met à plusieurs autour de ça, des dev front, des dev back, et on réfléchit à la feature, on identifie les points de blocage, on identifie qu'est-ce qu'on va vouloir nous demander demain et qu'est-ce qui, dans notre conception actuelle, va nous freiner demain pour essayer de se laisser des portes de sortie plus tard. Et une fois qu'on a une bonne conception technique, on la rédige, on la découpe le plus possible pour faire des petites features indépendantes qu'on va pouvoir faire les unes après les autres. Mais surtout, entre la conception et le développement, on attend un petit peu parce que la nuit porte conseil. Et souvent, si tu laisses les idées macérer encore quelques jours, on va retomber sur des scénarios qu'on a oubliés le jour J dans la conception. T'as des sprints de conception et des sprints de dev ? Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. En fait, on a l'équipe produit qui est toujours en amont on s'est réorganisé depuis peu sous forme de squad. Donc, avec la croissance, c'était une de nos grosses problématiques. C'était la communication, en fait, entre l'équipe produit et l'équipe technique.
Et du coup, la réponse qu'on y a apportée, c'est de créer des squads, donc des équipes de 4 à 8 personnes, grosso modo, des feature teams pluridisciplinaires. Donc nous, on ne fait pas de full stack chez le permis libre. On fait du back-end, du front-end, de l'infra, de la UX, de la UI, et c'est tous les profils qu'on va mettre dans une squad. Et donc dans cette squad, tu as à la fois des profils produits, des profils techniques, et les profils produits, en fait, ils sont toujours en train de travailler sur les sujets futurs des profils techniques de leur squad. Ce qui fait que quand ils travaillent dessus, ils peuvent communiquer avec les profils techniques pour faire pré-valider la réalisabilité des sujets. Et puis quand ça passe à l'équipe technique parce que c'est pré-validé, alors à ce moment-là, l'équipe technique va faire sa conception et dire bah là on a vu X points de blocage, X choses qui nous semblent pas cohérentes, et se rapprocher du produit pour faire évoluer les maquettes par rapport au retour de conception. Donc la clé est vraiment, enfin moi c'est ce que je remarque, c'est que l'élément principal pour que l'équipe fonctionne bien, c'est la communication. C'est l'échange entre le produit et la technique. Et donc tout ce qu'on fait vise à créer cette communication. Tu me parles de communication, tu me parles de tableau Velleda. J'entends que vous n'êtes pas en full remote. Non. Alors, c'est une bonne question. On s'ouvre de plus en plus au télétravail. On est sur un marché hyper saturé pour le recrutement. Donc forcément, le remote, c'est quelque chose qui est demandé par nos équipes. C'est quelque chose qui est demandé par les potentiels postulants. On serait bête de ne pas le faire. Donc on a plutôt une approche hybride aujourd'hui. On fait sur les personnes qui habitent à Lyon, on demande 3 jours de présentiel et 2 jours de remote. Et ces 2 jours de remote, ils les placent comme ils veulent dans la semaine. Pas de consigne. Non, il n'y a aucune consigne. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des profils, donc c'est l'autre mode qu'on a, c'est qu'on a des personnes à peu près à 80% en télétravail, donc qui habitent un petit peu plus loin, donc de Lyon, ça va être des personnes à Annecy, des personnes à Toulouse, qui elles viennent à peu près 2 jours toutes les 2 semaines. Là, je te donne des chiffres un peu à l'arrache, mais on fait vraiment à la carte. Si tu peux pas faire 2 jours toutes les 2 semaines et que tu as besoin de 3 semaines entre les deux parce que c'est pas possible, on n'est pas chiant là-dessus. L'idée, c'est surtout de se voir de temps en temps pour vraiment créer pour la communication, pour créer la dynamique d'équipe. Et les tableaux Velleda. Et les tableaux Velleda. Mais du coup, ces personnes à 80% et ce remote à la carte sur ta semaine, ça nous force en fait à travailler en mode full remote tout le temps. Donc par exemple, dès qu'on fait une réunion, systématiquement, il nous faut une salle de réunion qui soit bookée, plus un lien Meet. Ça veut dire qu'on a des micros dans les salles de réunion, qu'on a des caméras, etc. Parce qu'on ne sait jamais qui va être présent. Et du coup, il faut qu'on soit compliant pour tout le monde à chaque fois. Et du coup, c'est bien parce que ça nous force aussi à travailler beaucoup plus à l'écrit et en asynchrone. Donc on fait plus de points s'il n'y a pas une sorte d'ODJ qui a été définie à l'avance. Donc quand on convoque une réunion, on prépare en fait la réunion, comme ça chacun peut en prendre connaissance avant. Ça veut dire que tu as aussi un support écrit quand tu es dans la réunion, tu as une trame et tu limites un petit peu les dérives potentielles des réunions qui bifurquent sur d'autres sujets. Là on a vraiment une trame à suivre et surtout on a un compte rendu du coup de la réunion qui est produit à la fin et chacun peut en reprendre connaissance à n'importe quel moment. Donc ce mode de télétravail un peu hybride, on l'adapte quand même comme si on était en full remote, parce que derrière, ça nous structure mieux. Ok. Tu m'as pas dit les stacks techniques que vous utilisez, back, front, donc c'est bien compris, vous êtes séparés. Ouais, donc on a vraiment des stacks différentes. Après, c'est des stacks très classiques. Sur le front-end, on est en full React sur tous nos projets. Il y en a un seul qui ne l'était pas et on est en train de le changer en ce moment même. Donc on refait tout notre site vitrine en Next.js pour être cohérent au niveau stack technique, puisque historiquement c'était un projet Symfony. Donc les devs back n'aimaient pas trop travailler dessus parce qu'il y avait de l'intégration HTML à faire et les devs front n'aimaient pas trop travailler dessus parce qu'il y avait du PHP à faire. Donc on s'est dit, on va faire le meilleur des deux mondes, on va remettre du React devant pour les devs front et on va mettre du coup on fait du Symfony pour les devs back, on va remettre du Symfony derrière. C'est un projet qui est simple à faire, c'est un site vitrine, il n'y a pas de complexité particulière, mais il est clé pour nous parce que, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire, c'est qu'à travers une des choses qui est importante pour moi, et c'est je pense le job d'un CTO, c'est de donner un cap, de donner une vision à suivre à son équipe. Je disais que je ne veux pas prendre de décision aujourd'hui, mais par contre, faut que chacun sache où on va techniquement,
où est-ce qu'on sera dans 1 an, où est-ce qu'on sera dans 2 ans. Et donc l'idée c'est de créer ce cap, et donc les microservices pour nous ça fait partie de ce chemin à suivre, de cette évolution technique à monter. Tout le monde le sait aujourd'hui, on a réussi, et une fois qu'on a notre cap, qu'on a notre roadmap qui est prête, on essaye de l'intégrer dans chaque projet pour que chaque chose qu'on fasse nous rapproche un petit peu plus de nos objectifs. Et donc ce site vitrine qu'on refait, on profite en fait de devoir travailler dessus pour des raisons au début un peu commerciales, marketing, communication, etc. pour en faire notre premier microservice back-end et du coup préparer notre architecture de demain. Ok. Et toi, dans tout ça, tu dis, il y a un moment donné, tu as dit, bon, bah voilà, tous les 4 mois, je me dis, si je veux être un bon CTO, il faut que je fasse ça. Et maintenant, 4 mois plus tard, si je veux être un bon CTO, c'est plus du tout la même chose. Il faut que j'apprenne quelqu'un. Et alors, toi, dans 6 mois, quand tu as recruté 10 personnes de plus, c'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu sois un bon CTO? Dans 6 mois... Je suis désolé de cette question. Non, dans 6 mois, je ne le sais pas encore, mais ce dont je suis sûr, là, on est en train de se réorganiser, du coup, comme on grossit vite. Quand tu as 15 développeurs, tu ne travailles pas de la même manière que quand tu as 8 développeurs. 8 développeurs, c'était assez simple. J'étais capable de les gérer les 8 moi-même, de savoir ce sur quoi chacun travaillait au quotidien, d'un peu organiser tout ça. Donc, je faisais plus office de on va dire PO, hein. Je préparais leur ticket, je m'assurais que toutes les specs étaient bien prêtes dans les temps, que tout était bien cadré, que les tâches étaient bien découpées chronologiquement. Quand tu es 15, déjà, tu travailles plus pareil. C'est compliqué de gérer 15 personnes en direct, tu peux plus savoir ce que chacun fait individuellement en permanence. Du coup, tu es beaucoup moins efficace dans la résolution des problèmes individuels. Donc là, l'objectif, c'était de créer 2 équipes. On sait qu'on a d'autres projets qui arrivent. L'assurance, ça va être un gros projet chez Le Permis Libre. Ça va probablement mobiliser une équipe entière. Donc déjà, on recrute de moins en moins de personnes à l'unité et de plus en plus d'équipes d'un coup. Donc là, on sait qu'on va devoir monter une équipe. 3 équipes, ça veut dire que moi, je ne peux pas les gérer directement. Il faut des personnes pour gérer chacune de ces équipes. Dans 1 an, on aura probablement 5-6 équipes. Ça commence à faire beaucoup. Quelles sont les problématiques qui vont se poser et du coup, quelle est l'organisation qu'on va vouloir y mettre pour répondre à ces problématiques, parce que chaque changement répond à un problème, mais apporte son lot de nouveaux problèmes que tu n'avais pas avant. Et donc, nous, on est passé d'une équipe à plusieurs équipes. Quel est le problème que ça résout ? C'est que chacun rebaisse un petit peu son scope, donc chacun devient meilleur dans son scope. On résout les problématiques de communication entre le produit et la technique. Par contre, d'une équipe à l'autre, ils savent plus ce qu'ils font. Donc tu as des changements sur la plateforme qui sont faits sans que tu en aies connaissance. Et quand tu es dev back et que, je sais pas, imaginons que tu travailles chez nous sur le module d'entraînement au code de la route et que pendant ce temps, le module de réservation de leçons, il change, tu aimerais bien être au courant. Et du coup, les problèmes qu'on va rencontrer dans les mois à venir, et mon boulot, il sera bien fait si j'arrive à résoudre ces problèmes, ça va être la communication entre toutes les équipes. Donc quels vont être les bons profils à recruter ? Quelles vont être les bonnes personnes à mettre à quel endroit, qu'est-ce qu'elles devront faire pour que cette communication fonctionne d'équipe à équipe. Mais c'est vraiment faire émerger des leaders chez nous, donner plus de responsabilités, déléguer plus, et puis anticiper d'un point de vue organisationnel et managérial ce qu'on fait déjà côté technique sur les problèmes qu'on va rencontrer plus tard. Eh ben, tout un programme. Ouais, c'est chargé. C'est chargé. Ça pourrait presque être le mot de la fin, mais du coup, je vais te poser 2-3 dernières questions. Ouais, vas-y. Que tu connais, je pense. Est-ce qu'il y a un proverbe, une phrase qui t'accompagne, ou plusieurs qui t'accompagnent? Ouais, depuis bien 10 ans maintenant, je pense, depuis ma première aventure entrepreneuriale, c'est le petit proverbe que je me répète sans cesse, c'est patience et persévérance. Et je pense que ça fonctionne dans la vie perso et pro, mais je pense que le temps guérit tout. Donc en général, si on est patient, suffit juste d'attendre que les mauvaises périodes elles passent. Et puis si on est persévérant, ça nous donne la force d'attendre et de surmonter ces périodes un petit peu plus difficiles. Donc c'est vraiment mon mojo.
Et est-ce que tu as un ou plusieurs surnoms? Ouais, tu sais que j'étais pas à l'aise avec cette question. Mon surnom, c'est Cheveux, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a probablement un mec un peu bourré en soirée quand j'avais 15 ans, j'avais les cheveux longs, qui m'a appelé comme ça, et puis 17 ans plus tard, c'est toujours là. C'est toujours là, plutôt dans le contexte perso. Ouais, pas trop au boulot, et j'espère que personne va écouter ce podcast parce que je veux pas qu'on m'appelle comme ça au travail. Pas de surnom au boulot? Non. Pas que tu saches. Non, bah tu sais, quand tu t'appelles Adrien, le surnom facile, c'est Adrien. C'est vrai que c'est ce qui tombe sous le sens, effectivement. Ouais. Est-ce que Adrien, y a-t-il une question que je t'aurais pas posée que t'aimerais que je te pose? Non, pas spécialement. Tu peux me demander où je me vois dans 20 ans, et puis je te répondrai avec ma fille, ma femme et mes chevaux. Ah, tes chevaux? J'en ai pas encore, mais c'est mon objectif que de me trouver un petit ranch au pied du Vercors. Ah, sympa. Ouais. Sympa. Va falloir que je mette le full télétravail en place d'ici là. Bah, d'ici 20 ans, ça devrait marcher. Hein. Peut-être. Et c'est un objectif à 20 ans ou Non, ou c'est un objectif à 5 ans. D'accord. Et donc tu te baladerais en chevaux et en calèche? plus besoin de permis? Non, moi je suis pas un très bon client pour le permis, je fais beaucoup de vélo. Ok. Eh ben écoute, je te souhaite réussite dans ce projet auquel je ne m'attendais pas et également plein de réussite pour les challenges des 6 mois, 1 an, 6, 12, 18 mois à venir à le permis libre. Eh ben, merci de m'avoir reçu et je te souhaite aussi le meilleur. À très bientôt. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.